Bienvenue dans cet épisode live de Corne de Gazelle. Nous sommes aujourd'hui réunis dans ce lieu magnifique à Virnovir, à Gand. Un immense merci pour toute l'équipe qui travaille dans l'ombre avec beaucoup de cœur pour rendre cet événement possible. Aujourd'hui, nous accueillons l'un des plus beaux événements que nous ayons jamais organisé, Gazelle Hafla Queer Moussem. Un moment qui rassemble certains et certaines des plus grands artistes queer arabes du Maghreb, du Levant et de toute l'Europe. Le Moussem est une tradition marocaine profondément ancrée, un espace où la communauté, la joie, le soin et la célébration se rencontrent dans un même temps partagé. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de créer ici aujourd'hui. Ce talk est un besoin, une nécessité, une introspection autour d'une communauté vivante, en mouvement, qui lutte, qui résiste, qui refuse de rester figée et mobile. Une communauté arabe LGBTQI+, qui a connu toutes les formes et toutes les couleurs de discrimination, d'instrumentalisation, je vais y arriver. Une communauté qui refuse de céder et qui puise dans son héritage les réponses et les solutions. Une communauté fière, talentueuse et surtout résiliente a choisi entre autres la danse comme forme de résistance, de survie et d'existence. Exister à travers nos corps, à travers nos gestes, à travers un héritage culturel si riche et si divers. La danse est la langue de celles et ceux qui ont perdu les mots, de celles et ceux qui sont fatigués de parler. C'est une langue qui n'a pas besoin de traducteur ni d'interlocuteur. Une langue universelle qui rentre partout sans demander de permission. C'est la langue de mes invités qui ont choisi la danse pour raconter leur histoire et pour exister dans un monde qui leur a été tout sauf favorable. J'ai aujourd'hui l'honneur d'être entouré de ma première invitée, Kémy, chanteuse, chorégraphe, directrice de mouvement, danseuse, d'origine marocaine, sahraoui. Kémy est là, on applaudit Kémy. Et je profite de l'occasion d'inviter ma deuxième guest, ma star, Kenny, godmother et fondatrice de la première house ballroom en Afrique du Nord, The Trail Balzin House of Alaya en Tunisie. Bienvenue. Bienvenue les filles. Merci ma vie. Comment ça va? Super, franchement, un événement comme ça, c'est tellement rare, donc ça fait tellement de bien de se retrouver là, franchement. J'avoue, ouais. Et toi, Kenny, ça va? Merci à vous déjà d'accepter d'être là, d'accepter de faire partie de cet événement. Vous n'avez pas hésité une seule seconde depuis le moment que je vous ai proposé cette idée folle de recréer un Moussem. I mean, who does that? Et je suis vraiment autant content, fier, ému. C'est vraiment un panaché d'émotions. Et on va aller dans le vif du sujet parce qu'il y a un programme chargé qui nous attend. Donc, je vais commencer par toi, Kémy. Si on revient au tout début, c'est quoi ton premier souvenir avec la danse? Alors moi, c'est simple, je suis d'une famille marocaine, je pense que ça suffit déjà. On aime beaucoup, on est très populaire, donc on utilise... Enfin, vous allez voir tout à l'heure, je vais donner un cours de Chiabi. Chiabi, ça veut dire populaire. Et du coup, je suis d'un quartier populaire au Maroc où on faisait les fêtes, on dansait, etc. Moi, la personne qui m'a introduit à la danse, on va dire, la première fois que j'ai vu quelqu'un, que je me suis dit, je veux faire ça, c'était ma tante.
Donc je la voyais danser, etc. dans les mariages. Et C'est toujours une tante. c'est toujours, elle est toujours là, c'est toujours nos tantes. Et c'était vraiment un plaisir pour moi. Et puis ensuite, en tant que personne dite nord-africaine et née dans un corps d'homme, dans une famille très conservatrice, pour moi, la première porte d'entrée pour pouvoir danser sans être jugée, ça a été par la communauté hip-hop. Donc du coup, j'ai dû, dès mes 8 ans, c'était la seule porte d'entrée, même si moi je rêvais d'être une dancehall queen comme mes sœurs, mais je ne pouvais pas. Donc du coup, il fallait rentrer par cette porte-là et puis petit à petit défoncer les portes, quoi. Et est-ce que, en quelque sorte, je sais que la question est un peu cliché, mais pour moi, ça a beaucoup de sens aussi de dire est-ce que la danse était un refuge, en quelque sorte? Alors, c'est au-delà d'un refuge. Pour moi, ça a été vraiment une façon de m'affirmer. C'est-à-dire que j'ai toujours su, très jeune, que je vivais de la dysphorie. Donc ça a été très compliqué pour moi parce que j'étais à côté de mes pompes tout le temps. Et donc vraiment la première fois où je me suis senti à l'aise, et c'était vraiment en dansant. J'avais une connexion saine avec mon corps et c'est ce qui me permettait justement de pouvoir à ce moment-là être la femme que j'étais dans ma tête. Donc du coup, c'était un moment pour moi de recentrage, et c'est là où j'avais vraiment le pouvoir sur moi-même, là où je ne l'avais pas dans l'espace public. Et est-ce que tu te rappelles, par exemple, c'était quoi, je sais pas, une chanson ou quelque chose qui te trigger? Dès que tu entendais ça, tu sautais. Genre un son qui est resté un peu collé. Gala, je sais pas si vous vous rappelez. C'est quoi? Parce que moi je suis une fille des années 90. Donc mes premières danses, c'était sur ça. Moi, mon obsession, c'était Shakira, Whenever. Moi aussi, j'étais fan. J'ai tout essayé pour apprendre ces danses. Dans ma tête, en tout cas, ça marchait. Elle était trop belle et tout. C'est trop belle. Shakira, c'est... Ouais. Et si je peux te poser la même question, Kenny, est-ce que tu as un souvenir aussi avec la danse, ou c'est quelque chose qui est venu plus tard? Je sais que tu es encore jeune, on va pas parler de ça. Un souvenir, c'était avec Shakira. C'était durant la Coupe du Monde, et je me rappelle, j'étais avec la famille, j'étais en train de twerker en fait. En fait, tu es très jeune. Non, j'étais très jeune, j'avais 5 ans je pense à ce moment-là, et c'était sur la chanson Waka Waka. Waka Waka, ouais. Quand je regarde les vidéos, je me dis, ouais, j'aurais dû savoir dès le début, tu vois. Donc, première conclusion de ce talk, Shakira est la raison numéro 1 qu'on est tous des PD. En tout cas, moi. Sorry, not sorry. Shakira et Ruby. Shakira et Ruby, oui, c'est vrai. Shakira et Ruby. On peut pas... Oui, c'est vrai. Et Haïfa Wahb, bien évidemment. T'inquiète, on va les citer toutes aujourd'hui. Et... dans ton parcours, Kémy, est-ce que tu as trouvé des réponses aussi parce que déjà, pour expliquer un peu plus ce que tu fais, donc tu es vraiment quelqu'un qui est très basé sur tout ce qui est roots, tout ce qui est ethnique dans la danse. Donc tu as fait beaucoup de recherches sur ce type de danse, dans la danse marocaine, mais pas que. Et du coup, on peut dire que c'est un peu ta spécialité, un peu les danses ethniques du monde. Et dans, bien évidemment, la danse marocaine, est-ce que tu as trouvé vraiment des réponses en fouillant dans l'héritage culturel danse qui est hyper divers, par exemple, du Maroc, si on parle du Maroc comme exemple? Est-ce que tu as trouvé des réponses? Et aussi, je ne sais pas, par rapport à ton corps, à ta manière aussi de t'ouvrir au monde, et aussi à la manière de répondre au contexte dans lequel tu as grandi à travers ton corps. Je ne sais pas si c'est clair. Je peux imaginer. Donc oui, effectivement, j'ai trouvé énormément de réponses dans les danses traditionnelles. Donc moi, j'ai commencé, comme je vous ai dit, tout est parti de la dysphorie, de comment en fait je peux me sentir femme en dansant. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé avec ce qu'on appelle Amti Google et Khalti YouTube, donc mes tata Google et tata YouTube. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je me réfugiais dans ça. Je faisais des recherches, mais pendant des heures, et j'ai été diagnostiqué il n'y a pas très longtemps autiste, donc j'ai envie de vous dire que c'est un peu lié à ça aussi, cette façon d'être très 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 passionné par ces cultures. Donc quand je dis
danse, c'est pas uniquement les danses, ça va être les spiritualités qui sont autour. Pourquoi on danse? Parce qu'on ne danse pas tous pour les mêmes raisons en réalité. Et donc mes réponses, je les ai trouvées là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, chaque facette de ma féminité, je pouvais les trouver à travers une culture en connaissant le contexte historique, spirituel, etc. Par exemple, une de mes spécialités, c'est les danses roms de Turquie, parce que j'y ai trouvé mes premières représentations de personnes trans qui dansaient et qui étaient célébrées au milieu de personnes cis. Ça s'appelle comment, pardon? La musique, on appelle ça Roman Havası, mais c'est les cultures roms de Turquie. Okay. Et donc, du coup, c'est une de mes spécialités parce que justement, ça a été une des premières fois où j'ai pu voir des femmes trans danser et être elles-mêmes et être respectées pour ce qu'elles étaient dans leur culture traditionnelle. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à aller beaucoup plus loin dans d'autres danses traditionnelles. Et ma question aussi, ça serait déjà, puisqu'on parle aussi du contexte du Moussem et du Maroc aussi, en quelque sorte, et du Maghreb, on connaît très bien la culture Chabi et la culture de Chichat. Déjà, notre première discussion était vraiment axée sur ça. On est tous les deux des grands fans de Chichat. Moi, je viens d'une région qui respire la culture de Chichat, et toi aussi. Et du coup, on sait à quel point la figure de la femme chicha est une figure centrale dans la culture marocaine, et qu'on sait très bien que les chichats, c'était des féministes avant les féministes, et anticoloniales, et aussi des femmes indépendantes, et des leaders des fois aussi qui prenaient la parole. Est-ce que aussi, en tant que femme trans, tu as trouvé tes réponses dans cette figure de Chicha? Est-ce que ça a rapporté quelque chose pour toi? Absolument. Le contexte, on va dire, les contextes politiques dans lesquels les Chicha, elles opèrent déjà. C'est-à-dire qu'on va avoir quand même un pays où sur les femmes, on a quand même... c'est un peu compliqué, on va dire, pour des femmes artistes de danser, disposer de leur corps en public, parce que culturellement, chez nous, c'est pas quelque chose qui est forcément accepté. Et il y a un côté quand même sacrificiel. Ces femmes-là, elles prennent la décision de se montrer, de montrer et de parler avec leur corps en public. Et c'est quelque chose qui, moi, me parle énormément, parce que ces questions-là qu'elles se posent pour la danse, moi, je me les pose pour juste sortir dehors. Ouais. Voilà. Comment je vais m'habiller, Ouais. comment je vais être perçue, sachant que moi, je ne compte pas encore transitionner hormonalement parce que j'aimerais enterrer mes parents. Vous savez comment c'est compliqué. Donc du coup, à ce moment-là, c'est compliqué. C'est comment gérer avec ça, comment se sentir aligné. Et la danse et la musique, ça a répondu à ça, mais ça répond pas tout le temps en fait. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense que la figure de Chicha, ça a eu beaucoup plus d'impact et d'influence en fait sur nous, déjà en tant que personnes queer, plus qu'on l'imaginait. Moi maintenant, plus je vieillis, plus je me dis en fait je suis une grosse Chicha. Kenny, je reviens vers toi. On va laisser un peu les Chichettes pour un petit moment. Toi Kenny, t'es né, grandi en Tunisie. Déjà, ça va? Non. Non, alhamdoulilah. On sait que grandir en tant que personne queer, visiblement queer, dans un pays comme la Tunisie et comme le Maroc et comme plein d'autres pays d'ailleurs, c'est un océan de discrimination. Comment on se protège et on ne se perd pas en fait dans ce monde qui ne veut pas notre bien du matin au soir? Moi, je pense avant de parler de comment on peut se protéger, faut parler de la visibilité avant. Car moi, pour le genre perso, mon premier problème en Tunisie, quand je parle de grandir en tant que personne queer, c'était de ne pas voir des personnes comme moi. Avec un accès très limité à l'Internet, je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes comme moi qui existaient, ce qui m'a poussé à supprimer cette identité, cet aspect. Je me suis dit, non, je ne suis pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis seul au monde en fait. Exactement. C'est un peu le premier réflexe, je pense, de toutes les personnes queer. Au tout début, tu dis vraiment, je suis une anomalie. Ouais.
c'est horrible, mais c'est vrai. Exactement. Et après, quand j'ai grandi et que j'ai découvert que bah oui, je suis une personne queer, cette découverte était pour moi un choc. C'était pas un truc de ah faut que je m'exprime ou bien je m'affirme. C'était faut que je me protège, tu vois. Et faut que je me trouve une communauté safe. Et j'étais encore dans ma ville natale et il n'y avait pas d'autres personnes queer, tu vois. Mais petit à petit, j'ai réussi à les trouver, genre à vraiment les track down, genre sur des applis, sur des groupes. J'ai créé ma propre communauté dans ma ville. On a envahi un petit café, on a rendu le café queer de la ville. On s'est fait Incroyable. outer plein de fois, partout. Et puis j'ai déménagé en Tunis, à la capitale. Et c'est là où ma vie a changé. C'est là où j'ai connu plein de personnes queer. On a fondé la Ballroom. Et genre, on a trouvé plein d'espaces où on peut être nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement ce que tu veux dire. Déjà, il y a un truc que tu as dit là et je trouve ça trop cool. Moi, je trouve que les queers qui viennent des petites villes sont les plus fortes et les plus forts et les plus dangereux et dangereuses. Parce que déjà, tu finis toujours par aller à la grande ville. Bah, ça, c'est l'histoire de toutes les personnes queer. On adore aller dans les grandes villes parce que tu te fous un peu dans la masse. Mais c'est vrai que les personnes queer qui ont grandi dans des petites villes ou dans des villages ou dans des endroits comme ça, c'est les plus résilients et aussi c'est les plus dangereux dans le sens où c'est eux qui ont vraiment ce hunger de I wanna do this, I wanna, tu vois, on a quelque chose à prouver peut-être pour nous-mêmes ou pour les autres. On a la dalle, ouais, on a la dalle, ouais. Mais ça, c'est universel, hein. Moi, je vois même, tu vois, des fois, j'écoute des podcasts américains, enfin, rien à voir. Et tu vois, des American gays ou queers qui viennent des États un peu oubliés, qui viennent des petits villages. Quand ils bougent à New York ou à Chicago ou je sais pas, ou à LA, c'est eux qui réussissent le plus parce qu'ils sont les plus fous, parce qu'ils ont tellement de... Je sais pas, on peut aller peut-être piocher un peu plus dans ce concept. Et j'ai envie aussi de parler d'un truc hyper important par rapport aussi dans le contexte de la Tunisie. La résilience de la communauté queer tunisienne est juste incroyable. Vraiment, moi, j'ai énormément de respect pour cette communauté. Il y avait vraiment un trackdown, un stalking pour les personnes queer. La police est derrière eux et elles tout le temps. Mais je trouve, malgré tout, c'est une quand même des communautés queer les plus vivantes et les plus présentes et les plus visibles. Je dirais même dans toute la région, ce qui est quand même assez exceptionnel. Peut-être le Liban aussi, plus ou moins, le Maroc un petit peu moins, mais quand même la Tunisie, ça reste quand même un pays malgré, on va pas dire que c'est safe, mais c'est la résilience de la communauté qui nous donne en fait l'impression que c'est possible de vivre là-bas en tant que personne queer. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ça? Bah, de mon expérience et de ma génération, juste pour donner un peu de contexte, quand le nouveau président il était élu, au début, genre, il n'y avait pas les personnes queer comme target. Ça, c'était au début, hein, mais là, tout a changé. Et du coup, pendant 2, 3 ans, la communauté a eu son pic. On a eu une scène de drague, une scène ballroom, on a eu des bars LGBT, des cafés LGBT, on a eu un festival de cinéma qui était international, cinéma queer. C'était incroyable. Et à ce moment-là, moi, j'étais à Tunis. Du coup, c'était vraiment incroyable. Mais moi, je me dis, peut-être la résilience, elle vient du fait qu'il y a autant d'oppression, autant de risques, et qu'on a tout à perdre. Mais c'est aussi, je sais pas comment dire en français, mais the thrill, tu vois. Et nous, les personnes queer, on adore les films d'horreur, Ouais. tu vois. Et c'est aussi le fear of missing out, je peux dire. C'est que grâce à l'Internet, on voit toutes les autres communautés qui ont... Aussi la Gen Z, je trouve. La Gen Z est fierce. Moi, je suis un gros fan de Gen Z. euh, et je trouve vraiment incroyable cette génération. Et je me sens Gen Z un peu à l'intérieur, même si je ne l'ai pas l'air. Euh, et justement, donc, quand tu parles de cette scène, bah, le ballroom. How?
comment, comment déjà le ballroom est rentré dans ta vie? How? Like, quand tu penses au ballroom, tu penses à New York, tu penses à Paris, tu penses à Londres, je sais pas, tu penses à Berlin, mais tu penses pas à Tunis. Pas du tout. Comment ça s'est fait? Bah, avant tout, je veux dire quelques mots sur la ballroom. Je pense, Exactement. en fait, la ballroom, c'est une communauté qui est née aux US par des personnes trans afro-latines et puis qui a migré vers l'Europe, l'Asie et là en Afrique. Comment j'ai découvert la ballroom, c'était comme plein de monde qui ont regardé Pose. C'était durant le confinement, j'ai regardé Pose et j'ai découvert la ballroom et ça m'a passionnée. J'étais dans ma petite bulle, je l'ai regardé plein de fois, genre j'ai pas arrêté. J'étais en train de recréer tout ce qu'il faisait. J'ai essayé toutes les catégories dans ma chambre, genre qui était fermée à clé, car ma mère, elle était dans la chambre à côté, tu vois. Et petit à petit, ma sœur aussi, elle a regardé. On était en train de danser ensemble. Tu l'as influencé? Ma sœur, elle a WOC en Tunisie. Incroyable. Ma sœur biologique, elle a WOC. Et puis après, ouais, j'étais dans ma petite bulle et petit à petit, j'ai découvert d'autres personnes en Tunisie qui faisaient du voguing aussi. Et on s'est dit, bah vas-y, on fait un truc. Et on attendait. Et puis, petite story time. On était contacté par une asso et on a eu une opportunité de faire une scène là-bas. Et puis, il y avait plein de problèmes qui se sont passés. Ça, c'était pas meant to be. Du coup, on a trouvé une autre asso et on a commencé des cours de voguing en 2021. Et puis, il y avait Renaissance by Beyoncé. Ah ouais, ok. Donc ça a juste... ouais. Et la ballroom, c'était viral, c'était partout. On était découverts par d'autres assos. On faisait des performances partout en Tunisie, dans des events, dans des bars. Et on était 8 personnes. Et dans 3 mois, c'était genre la salle de training. It was packed. 50 people, genre. Wow. Des cinquantaines de personnes juste qui faisaient des trainings. Hein. Et dis-toi que les trainings, on les faisait à côté du ministère des Affaires intérieures. Il y avait la police juste devant. Le premier ball, c'était fait dans la même salle. Il y avait 400 personnes. Il y avait 400 personnes. Et la police, genre 400 personnes, pouvaient être en prison, tu vois. 3 ans en prison. Juste pour danser. Je suis vraiment impressionné. Et c'est pas n'importe quel ballroom. Vous avez fait quand même la première house of Ballroom International en Afrique et en Moyen-Orient. Et pour ça, énormément de respect et d'admiration. Vraiment. Parce que je pense que les gens ne réalisent pas la difficulté, le risque incroyable que vous avez pris. Et aussi, les gens ne réalisent pas aussi, même dans un contexte favorable, c'est hyper difficile de fonder une house de ballroom. Même si, voilà, on est, je sais pas, en Belgique, c'est hyper difficile. Donc, déjà, vraiment, pour moi, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Si on peut rapidement poser la question, comment, toi, en tant que godmother, et on va revenir sur ça parce qu'il y a une grande différence entre mother et godmother. Godmother de House of Alaya EU et aussi Tunisie. Comment vous faites aussi pour protéger cette communauté et pour préserver cet endroit autant safe et secure que possible? Bah moi, je vais parler du contexte de Tunisie. Car Tunisie, je viens de bien évidemment, déménager en oui, je parle de Europe. la Tunisie, oui. Nous, en Tunisie, on a appris vite fait à faire plein de protocoles de safety, comme par exemple les balls n'étaient pas communiqués sur Internet, c'était bouche à l'oreille. Toutes les personnes qui étaient dans la salle, genre, même, soit qui walk ou bien qui juste regardaient, on avait leur nom, leurs réseaux sociaux, on n'acceptait pas n'importe qui. Chaque personne qui venait, qui était dans la salle, on la connaît, sans l'adresse, genre on connaît tout, juste pour nous protéger, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Et puis on a aussi adopté une langue, enfin pas une langue mais un dialecte
qui s'appelle le Guéjmi. Et on parle cette langue, genre c'est un dialecte inventé par des femmes trans dans les prisons en Tunisie. Ah ouais? Ouais. Et la ballroom en Tunisie, on l'a adoptée et on utilise cette langue quand on est dehors. C'est un peu comme un... Vous inversez les mots Oui, et les... c'est Ouais. comme ça. C'est un peu Il y comme a, le il y a un truc verlan. aussi similaire au Maroc, on appelle ça le raous. Et en fait, on change les lettres du premier mot et on remplace par un autre. Bref, on va pas vous faire le cours maintenant. Mais oui, je capte le délire. Incroyable. Ouais. Et puis, tu vois, on se déplace qu'en groupe et on éduque les gens tout le temps sur plein de sujets, tu vois. C'est tout. Merci, vraiment. Parce que là, on est en train d'apprendre des choses. Vous voyez comment c'est difficile d'être queer au bled. Je reviens vers toi, Kimi. Donc là, comme on est aussi dans le cadre de Moussem et de Queer Moussem et de Chichat, etc., on sait aussi que, par exemple, si on revient dans le cadre du Maroc, le Maroc, c'est vraiment le mille et un genres de danse qui existent à travers les régions, à travers les ethnicies, à travers les villes, montagnes, pas montagnes, le désert, pas le désert, le nord, le sud. Et chaque région a aussi son catalogue de danse et de mouvements. Comment, en fait, tu vois cette diversité incroyable et comment tu essaies de la représenter à travers ta danse, mais comment dire, pour ramener un peu ta touche contemporaine, parce que c'est très beau d'avoir un héritage, mais c'est encore plus beau de vouloir le représenter, le toucher et toujours ramener bien évidemment cette touche queer. Alors, évidemment, moi, si je dois être honnête à 100%, je ne rajoute pas de touche. Je suis uniquement la personne que j'ai toujours rêvé d'être, c'est-à-dire une shira quand je danse. Donc, il n'y a pas forcément ce truc d'enjeu d'identité. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, comme je vous ai dit, je vais scanner en fait toutes les... Désolé. Je vais scanner en fait tous les vocabulaires, on va dire, de la danse. C'est-à-dire que dans une seule famille, on va avoir plusieurs tantes qui vont danser différemment. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que les meilleurs amis de ma mère, déjà, c'était les Nekgafet qui organisaient les mariages. Ce qui faisait que on était très invités dans les mariages. Et dans le sud d'où je viens, de base, on avait beaucoup de communautés algériennes et tunisiennes aussi. Donc comment moi, je me suis formé sur toutes ces danses d'Afrique du Nord, ça a été simplement me poser, observer et participer. Donc j'ai tout mis en... Voilà, j'ai tout enregistré dans ma tête sous différentes banques de données, on va dire, de différents types de mouvements. Mais on va le voir tout à l'heure lors du workshop de Chabi à 19h. Yes, please be there. It's gonna be heated. Justement, par rapport à cette question, est-ce que tu penses qu'on doit prendre l'héritage qu'on a et juste le préserver, ou tu penses que, en fait, il faut toujours, pas innover, mais je veux dire, il faut rajouter quand même la touche du passage de cette génération. C'est-à-dire qu'on veut aussi que les prochaines générations aussi héritent des choses de nous et pas juste ce que nous, on a eu. Donc, est-ce que tu as... J'ai oublié la deuxième réponse, excuse-moi. Du coup, pendant 8 ans, j'ai travaillé au sein d'une compagnie qui s'appelle Kif Kif Bledi. Et avec cette compagnie-là, on a vraiment eu cet objectif de se dire, bon, on conserve la culture traditionnelle, c'est-à-dire on faisait les mariages, etc. Mais à un moment donné, on s'est dit, voilà, ce qui est drôle, c'est que nous, en tant que personnes nord-africaines de France, il y a ce truc où on n'avait pas de représentation. Donc, les premières représentations qu'on a eues, ça a été les films avec les Afro-Américains et les Latinos. C'est pour ça que beaucoup de Nord-Africains de France, et notamment, moi, je voyais mes sœurs et même moi-même, on s'inspirait des chulas latinas, on mettait le crayon gloss, enfin, et on s'est dirigé vers des danses telles que le hip-hop, comme je vous ai expliqué. Et en fait, ceux qui ont le monopole du hip-hop, on va dire, en France, pour beaucoup, sont des personnes d'origine nord-africaine et noire. Donc, il y a quand même ce truc où on venait toutes, en fait, d'un milieu où, par exemple, Zahira, qui dansait avec moi, était d'origine algérienne, mais elle faisait aussi de la house. Moi, j'ai commencé avec le hip-hop, je me suis tourné aussi vers la ballroom. On se connaît de la ballroom, d'ailleurs. Et donc, du coup, on se regardait, on se disait, mais
et si on créait pas quelque chose, notre formule à nous, une fusion qui va être à l'image en fait des Africains du Nord, mais de France ou d'Europe, ou les Afropéens entre guillemets. Donc on a travaillé différents types de fusions. Moi, la mienne, ma fusion à moi, c'était vraiment de mélanger toutes les danses nord-africaines sur des sons plutôt afro. Je sais que ma copine Zahira, elle mélangeait la house directement avec les danses d'Afrique du Nord. Donc moi, ça a été plutôt une démarche de collecter toutes les danses d'Afrique du Nord, les connecter entre elles, vu qu'on est très proches, on va dire. Ouais. Tu vas au Maroc. On danse beaucoup avec les jambes et les pieds, donc c'est très... Et puis même, tu vas au Maroc. Quand je vais au Maroc et que je dis que j'ai grandi avec des Algériens et des Tunisiens, ils se disent ah ouais, ils sont comment? Parce qu'ils n'ont pas cette relation-là. Ouais. Alors que moi, en réalité, moi, le Marocain ou l'Algérien de France, Ouais. il a plus de liens avec moi-même sur l'expérience que je vis en France que le Marocain qui est au Maroc. Ouais. Donc du coup, ça a été comment créer notre culture à nous, vu qu'on se marie entre nous. Il y a des cousins qui se marient avec des Tunisiens qui se marient avec des Algériens. Donc c'est comment composer avec tout ça, créer une identité à nous, sans dénaturer d'où on vient et nos racines, mais tout en cohabitant. Donc ça a été différentes expériences et on en est là aujourd'hui. Et je sais que, comme j'ai dit au début, tu as des origines sahraouis, donc ça veut dire que tu viens du sud du Maroc. Et on sait que là-bas, la danse aussi, c'est un autre rituel qui est aussi magnifique et qui est très, très différent de ce qu'on peut voir, par exemple, dans le centre du Maroc. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, déjà, en tant que femme sahraoui, qu'est-ce que ça fait de toi de danser sur cette danse? On dit le Hassani aussi, non? Moi, je ne suis pas Hassani, il faut dire la vérité. Moi, si tu peux nous expliquer la différence, ça serait génial. C'est ça. On a différentes ethnies au Maroc, encore une fois. Les Hassani, c'est une partie du Sahara qui est bien dans le sud. Et ça a des personnes qui vont être arabophones et qui vont avoir leur propre dialecte. Ouais. Moi, je suis vraiment de Sharq, c'est-à-dire vraiment du nord, genre Figuig, tout ça. À côté de Béchar. En Algérie. On est frontalier, donc Mohamed El Rizlan, tous ces côtés-là. Donc nous, on est plus attachés à des danses type que l'Ahwesh, le Ahidous, etc. Donc d'autres danses de ligne, etc. On a aussi des danses liées aux caravaniers. Donc Sahraouia, moi c'est comme ça que ça m'a intéressé. Les nomades aussi. Exactement. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé aux danses du Sahara. Mais aussi par la représentation. Parce qu'au Maroc, comme tu le sais, toute personne qui est un peu teintée, on va lui dire Sahraoui. Ouais. Parce qu'on n'est pas sensibilisé à la négrophobie au Maroc. Exactement. Donc du coup, moi, on m'a toujours appelé Azia, qui veut dire des esclaves, clairement, dès que j'avais un peu trop de mélanine. Donc c'était assez compliqué à gérer. Et donc cette identité Sahraouia, c'était aussi un moyen de me réapproprier justement ça, le fait d'être afrodescendante. Donc c'est vrai que quand les gens, tu leur dis voilà, je viens de telle région, ou je suis noire du Maroc de telle région, les personnes elles vont pas visualiser. Ce qu'elles visualisent, c'est ce qu'on leur montre à la télé. Et ce qu'on leur montre à la télé, c'est juste les Sahraouis qui parlent hassani et qui voilà. Mais on leur montre pas toute cette pluralité en fait ethnique. Et ces danses, justement, ça te parle plus que les autres? En réalité, toutes les danses me parlent d'une certaine manière, comme j'ai dit au début. Chaque partie de ma féminité, je la trouve quelque part. Et dans le Sahraoui, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que, ça va être rigolo, mais c'est très proche des hands performance. Okay. Donc, c'est-à-dire, c'est une danse d'expression et c'est une danse qui... Il y a beaucoup de hands. Exactement. Et ça ose la féminité, en fait. C'est vraiment, ça transpire la féminité. Et ce que j'aime bien, c'est que... Alors, pendant très longtemps... Au sein de Kif Kif Bledi, je m'habillais en garçon pour danser. Donc je me travestissais à l'envers. Et donc du Shocking. À l'envers. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que moi, je sais danser que les danses féminines. Alors je leur faisais la comédie. En fait, je m'habillais en garçon et je dansais comme une femme. Et donc du coup, ça a été comme ça. Au début, ça a été comme ça parce qu'il manquait de représentation. En fait, on connaît toute l'Afrique du Nord, mais quand on s'attaque au Maroc ou à l'Algérie ou à la Tunisie, dès qu'on dépasse la moitié du territoire, on ne sait plus rien. Voilà, y a pas de... Les gens ne connaissent pas forcément ces cultures-là. Donc du coup, moi je m'en suis amusé pour pouvoir m'autoriser petit à petit à prendre l'espace, etc. Jusqu'au jour, ça y est, j'ai mis la mlahfa comme une femme. Et là, je leur ai dit, en fait, depuis tout ce temps, les hommes ne dansent pas comme ça. Et voilà. Donc c'est comment faire sa place, en fait, dans le milieu traditionnel. Moi, c'est comme ça que je le faisais. Merci beaucoup d'avoir expliqué... déjà la spécificité de la danse sahraoui et tout le parcours derrière. Et je reviens à Kenny. Donc, on a parlé un peu de ton background en Tunisie, de la création de la house, Alaya, tout ça. Et depuis maintenant 2 ans presque, tu es basé en France. Ça a été simple pour toi? Non, pas du tout.
c'était affreux. Ça, c'est le C'est- mythe. On pense déménager et que tes problèmes en tant que personne queer vont être résolus. Et en fait, pas du tout. Juste tu en rajoutes d'autres Justement, qui ouais. sont nouveaux, plus les anciens. Et bon, tu risques pas d'aller en prison, which is good. Mais à part ça, non, tu t'en rajoutes. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux me dire sur ça brièvement, parce Ok, qu'on ok. est out of time. Sorry. Bah, du coup, arrivé ici en France, j'ai vécu le choc culturel. Bah, déjà, de un, la barrière de langue. Car moi, en Tunisie, Et déjà les Français. et déjà les Français. Et j'ai découvert le verlan. Don't get me started. Non, mais vraiment, en Tunisie, on n'est pas comme l'Algérie et au Maroc. On ne parle pas français autant que ça, juste très peu français, tu vois. Et c'est dans les études. C'est très rare de parler français entre nous, tu vois, socialement. Tu as une culture plutôt anglophone, ce que tu m'avais expliqué, Oui, que, maintenant, que c'est plutôt francophone. Ouais. anglophone, mais de base, culture nord-af. On parle notre langue et on dit parle pas la langue du colonisateur, tu vois. Du coup, arrivé ici, il y a plein de trucs qui ont changé en moi aussi. Car quand j'étais en Tunisie, j'aimais pas mon identité. Je me disais, ah, j'aime pas, je veux pas être arabe, nord-af. Genre, je me suis pas affirmée. Alors que quand je suis venue ici en France, c'est que j'étais vraiment labeled comme the rebeu, tu vois. C'est à ce moment-là que je me suis Tu t'es réapproprié. exactement Ouais, ouais. C'est par toujours comme pic. ça. Ouais. Genre par pic. Quand j'ai vécu un peu genre de discrimination, tu vois, bah, on écoute tout le temps, rentrez chez vous, vous les Arabes, vous Campus France, même à l'université, tu vois. Du coup, ouais, c'est à ce moment-là C'est où je fou me quand suis... même, hein. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. C'est chaud, hein. Pas cool les Français, faut pas faire ça, c'est pas bien. Si vous nous écoutez, parce que ce podcast, bien évidemment, il sera diffusé dans quelques semaines, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça, c'est pas bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Please. Et puis, ouais, il y a un prix à payer aussi d'être ici. La Tunisie me manque tout le temps. J'essaie d'être là-bas parfois quand il y a des bols, tu vois. Ouais, parce que tu es toujours impliqué dans la scène aussi en Tunisie, autant que tu l'es maintenant Ouais, en Europe. bien sûr, ouais. Tu fais un peu le pont entre les deux, Ouais. c'est cool, vraiment, Ouais, de faire merci. ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Tu nous parlais de la France, des Français. Ouais, j'ai dit, il y a un prix à payer, tu vois, mais c'est aussi grâce à la France que j'ai pu faire ma transition, que j'ai pu faire des bols internationaux, tu vois, Ouais. car la scène en Tunisie, il y a plein de trucs à travailler, tu vois. Mm. C'est pas la même chose ici. On va aller sur la dernière question. Donc, ça sera pour vous, toutes les deux. Ça sera la même question. C'est quoi le message aujourd'hui aussi pour les jeunes qui nous écoutent et les jeunes queers qui sont peut-être en Tunisie, au Maroc, en France, en Belgique, comme partout et qui luttent aussi et qui essaient de se retrouver et qui ne voient pas un peu le bout du truc. C'est quoi le message que vous voudrez leur passer, déjà en tant que personne queer et en tant qu'artiste et danseuse, et aussi qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour commencer la danse ou pour leur faire convaincre que la danse, ça peut aider et ça peut les faire voyager ailleurs que leur contexte actuel. Alors pour moi, le premier conseil que je donnerais, c'est sabre, patience. Savoir être patiente ou patient, savoir justement faire les choses intelligemment, surtout si on parle de personnes qui sont nées là-bas. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le contexte, se dire où je me place dans ce contexte-là et avec qui agir, et ensuite essayer de trouver ses pairs, essayer de trouver des gens qui nous ressemblent pour pouvoir justement se sentir entouré, pour prendre les bonnes décisions concernant nos futurs. Et si c'est des personnes qui sont enclins à danser, etc., explorer, n'hésitez pas, mais toujours de manière safe. Voilà.
comme elle a dit tout à l'heure, elle s'est enfermée dans sa chambre. Moi, pareil au Maroc. D'ailleurs, c'est au Maroc que j'ai découvert la ballroom. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais grâce à Ah ouais? bien sûr, c'est grâce à MTV Arabia où il y avait en 2009 ABDC, American Dance Crew, présenté par Mario Lopez. Il y avait Lil Mama, tout ça. Et le premier groupe de Vogue Evolution avec Naomi. La première fois que j'ai vu une femme trans, c'était à la télé au Maroc, au deuxième étage de chez moi, à regarder MTV Arabia. Et c'est là que je me suis posé des questions, etc. Et des années plus tard, je suis monté sur Paris pour réaliser. Mais encore une fois, il y a eu des années entre la découverte de mon identité, ce que j'ai été, ce que je suis, à comment je vais pouvoir atteindre ça, mais de manière safe et secure, sachant qu'on a déjà beaucoup de problèmes mentaux, c'est-à-dire beaucoup d'enjeux mentaux entre les agressions qu'on peut avoir, comment on se sent soi et soi-même dans la société. Donc c'est déjà se protéger de tout ça et agir avec conscience. Voilà mes conseils que je donnerais en tout cas à des mini-moi. Prendre soin de sa santé mentale et faire les être choses patient. Voilà, être patient Ouais. dans le sens où il faut faire les choses intelligemment Ouais. et méthodiquement. Voilà. Ouais, Pour je la suis d'accord. sécurité. Sécurité avant tout. Je suis d'accord. Et toi, Kenny? Moi, je dirais tout d'abord de faire des recherches et de comprendre. Par exemple, quand on voit une personne qui fait du voguing, qui fait du shira, charbi, il faut comprendre qu'il y a une histoire derrière tout ça, que c'est pas seulement une danse. Il faut comprendre les origines des arts, tu vois. Faut s'éduquer. Il faut s'éduquer, merci. Mm. Il faut donner les crédits aux gens qui ont originé cette danse, par exemple le voguing, à travers des personnes afro-latines, trans. Et puis, la patience aussi, comme Kimi a dit, c'est très important. Et il faut mettre des priorités, car parfois, il y a des gens qui veulent vraiment aller loin, mais sans comprendre qu'il faut se mettre... faut aussi garder un futur, car avoir un futur en tant que personne queer, Noraf, par exemple, en Afrique du Nord, déjà, c'est chaud. Ouais. Tu Faut vois. être intelligent. Faut jouer avec les. Moi, désolé si je peux aussi rajouter un truc. Je pense qu'il faut aussi leur dire, il faut être intelligent. Il faut jouer avec ce que la société, le très peu qu'on nous donne. Il faut savoir jouer avec ça de façon maligne pour survivre jusqu'à ce que vous soyez indépendant et que vous soyez maître de votre destin. Et tout viendra, comme tu dis. Il faut beaucoup de patience. La patience et se situer dans la société. Exactement. Par exemple, si tu es quelqu'un, comme on dit chez nous, qui est éliminé, qui a des privilèges dans la société marocaine, etc., bien évidemment que tu peux transitionner, faire des allers-retours en bus, payer un bakshish au douanier, et il te dira rien. Par contre, quand tu es quelqu'un issu de l'immigration, mais qui est d'une famille très, très, très pauvre, et que tu rentres, quand on va te demander de raquer, etc., c'est pas les mêmes accès à la sécurité. Exactement. Donc, dans nos pays, il y a aussi ça. C'est comment se situer soi, se dire est-ce que j'ai assez de moyens et est-ce que papa, maman peuvent m'aider à justement voir avec les autorités s'il m'arrive un problème. C'est pour ça que je dis, je préconise la patience et se situer dans la société, c'est important. Il faut être stratégique aussi. Il faut être stratégique, il faut être malin, exactement. Je pense que c'est deux critères qu'on ne peut pas enlever à la communauté. Je pense que historiquement, on a toujours su jouer avec les règles et trouver, c'est l'instinct de survie, quoi. Merci beaucoup, vraiment, ça m'a fait hyper plaisir de faire ce talk. Voilà, profitez. Merci. Ça vaut.